Eh bien, bonsoir à tout le monde et merci d'être présent pour ce nouveau webinaire sur le chauffage au bois. Je veux bien que tu reviennes sur la diapo de base. Donc, on est ravis de vous accueillir sur ce format de webinaire qu'on anime depuis plusieurs années. Donc, l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie de la métropole de Lyon, et nos camarades de l'ALTE, l'Agence locale de la transition énergétique, qui officie sur le reste du Rhône. Et ce soir, pour changer, nous avons une guest star puisque nous avons Andrea, qui est directrice de Fibois, qui viendra nous amener certains éléments sur justement la ressource et le chauffage au bois. Donc ces webinaires, on en fait plusieurs dans l'année. Ça sera la dernière édition pour cette année. Et, euh, et donc, je vais vous donner les consignes. Donc, on a coupé par défaut les caméras, les micros. Si vous avez besoin de poser des questions, vous avez un onglet Q et R et c'est là-dedans qu'il faut poser les questions. N'hésitez pas à les noter au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête. Par contre, on y répondra à la fin du webinaire en fonction du temps qu'on aura de disponible. Et ce webinaire, comme toutes les éditions précédentes, est enregistré et sera disponible dans les prochains jours sur les chaînes YouTube de l'ALEC et de l'ALTE. Donc, merci à vous d'être présents, les 25 participants. Je te laisse passer la diapo suivante. Voilà, donc ça, je vous l'ai dit. On va présenter un petit peu les structures. On va commencer par le service France Rénov qui, sur le territoire du Rhône, est assuré par nos deux structures. L'ALEC s'occupe de la métropole de Lyon, donc 58 communes, 1 450 000 habitants, et la LTE gère le reste du Rhône. Et puis donc, comme je vous le disais, on a Fibois. Pour les gens qui ne connaissent pas Fibois, c'est l'association des professionnels de la filière bois dans le département du Rhône et la métropole lyonnaise. Et donc, merci Andrea d'être avec nous ce soir. Le réseau France Rénov, on va vous expliquer un petit peu son rôle et qu'est-ce qu'on fait. Donc, le but, c'est d'avoir un service de proximité gratuit, indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux, sans intérêt commercial. Et donc, si vous avez un projet de rénovation, d'installation d'énergie renouvelable, si vous voulez avoir des informations sur les aides financières, n'hésitez pas à nous contacter le plus en amont possible de vos projets. Vous pouvez joindre nos conseillers par téléphone, ils peuvent éventuellement vous envoyer des docs par mail. Et pour des projets un peu poussés, on peut vous accompagner et vous recevoir dans nos locaux sur des rendez-vous d'une heure et demie, où on rentrera vraiment dans le détail et on essaiera de vous accueillir avec des photos du logement, des factures d'énergie, des plans et on vous fera un conseil sur mesure. Les financeurs donc, de nos services, ils sont nombreux. Pour l'ALEC, le principal financeur est la métropole. Pour l'ALTE, c'est de nombreuses Comcom qui officient sur le reste du Rhône. Andrea, tu nous diras peut-être quelques mots. Tu peux nous dire quelques mots peut-être sur les financeurs de Fibois? Oui, bonjour à tous. Les financeurs de Fibois, c'est pour une partie des financeurs publics, donc département du Rhône, métropole de Lyon également. Et puis pour l'autre partie, ce sont les cotisations de nos adhérents, mais j'expliquerai ensuite qui est Fibois peut-être Merci également. beaucoup. Et du coup, on va attaquer directement, rentrer dans le détail et tu vas nous parler de la ressource. Ouais, bah, tu veux bien revenir juste sur la diapo d'avant, 30 secondes. Bonjour à tous, donc Andrea Macri, Fibois 69. Donc nous, nos adhérents, ce sont des entreprises de la filière forêt-bois, ça veut dire de la personne qui plante l'arbre en forêt. Et donc pour la partie énergie, ça prend tous ceux qui produisent du bois destiné à l'énergie, c'est-à-dire des fabricants de bûches, des fabricants de granulés et des fabricants, on verra, de bois déchiqueté. Donc là, ce que je voulais démarrer, c'était une petite introduction sur qu'est-ce qu'on entend par bois énergie et quelle est sa place au sein de la filière. Ah, bah, tu m'as enlevé le reste, il y avait quoi d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on entend par bois énergie? D'abord, il faut bien avoir en tête que pour notre filière, c'est un sous-produit. C'est-à-dire que on a plein de produits différents, notamment destinés à la construction, donc ce qu'on appelle chez nous le bois d'œuvre. Au fil de la vie et de la transformation du bois, on produit forcément en simultané d'autres produits. Donc, si on prend l'échelle forestière, dans la vie d'un peuplement forestier, si on est sur du résineux, on est sur quelque chose comme 80 ans. Si on est sur du feuillu, on est sur des révolutions plutôt de 150 ans. Pendant ce laps de temps, on va venir faire différentes interventions et lors de ces interventions, on sort différentes qualités.
Donc même si on a un objectif de production de bois pour faire de la charpente, à un moment donné, on va forcément sortir des bois de moins bonne qualité de la forêt. Et donc, à ce moment-là, là, bah, c'est un petit peu la frise qui est affichée à l'écran. Globalement, c'est classé de la qualité la plus haute à la plus basse. Donc, la plus haute est la menuiserie, puis la construction. Ensuite, en restant sur du bois massif, on peut quand même faire de l'emballage sur des qualités inférieures, donc ce que nous on appelle la palette. Et ensuite, on tombe dans la catégorie énergétique et sinon produits industriels type le papier ou des isolants. Donc ça, c'est au stade forêt déjà, on sort des bois de plus petit diamètre ou de moins bonne qualité qui peuvent aller à l'énergie. Ensuite, au stade de l'arbre, dans un arbre, il y a plusieurs parties. Typiquement, le tronc va finir plutôt pour des produits type charpente, tandis que les branches vont tout de suite aller à l'énergie. Et enfin, dernière étape, c'est quand c'est transformé, par exemple, chez un scieur. Un scieur, en gros, on dit souvent qu'il a un rendement de 1 pour 2 à peu près. C'est-à-dire que dans le tronc d'un arbre, il va produire entre 50 et 60 de plancher de poutre et 40 à 50 va devenir autre chose. Donc, il y a la sciure qui va finir en granulé potentiellement, mais il y a aussi du bois déchiqueté, enfin, il y a plein d'autres produits. Donc là aussi, on retrouve de l'énergie. Donc, de quoi on parle justement? Globalement, dans l'énergie, on a 3 catégories de produits que vous connaissez déjà certainement. Le premier, c'est la bûche, la plus connue, la plus traditionnelle. Son origine, 100% forestière. Voilà. On le verra tout à l'heure, on va détailler, mais on est surtout sur des essences d'arbres feuillus. Et là, on est sur aussi une échelle de distribution, donc à la fois approvisionnement et vente locale. On verra tout à l'heure le détail pour la bûche. Au niveau ensuite, on a le bois déchiqueté. Donc, le bois déchiqueté, c'est du bois qui est broyé et qui va plutôt alimenter des grosses chaudières. Donc, on est souvent sur du réseau de chaleur ou alors chauffer l'école du village, voilà, des gros bâtiments, quoi. Là, on a à peu près la moitié qui est d'origine forestière, puis le reste, on a du bois. Alors là, j'ai mis le mot recyclage, c'est catégorisé un peu plus précisément que ça. Et ce qu'on appelle, nous, les connexes dans notre filière, c'est ce que je viens de vous dire, c'est les sous-produits issus de la transformation du bois, c'est-à-dire notamment du scieur. Donc, tous les déchets du scieur, on appelle ça des connexes. Donc, il y a 21% à peu près dans le bois déchiqueté qui provient de scierie. Là, on est... Ah, reste, tu vas trop vite. Là, on est plutôt sur des essences feuillues et résineuses. En gros, ce qui va être résineux, c'est ce qui vient beaucoup des scieurs et puis feuillu de la forêt. La distribution est plus large. Et pour finir, vous avez aussi chez vous certainement du granulé. Là, le bois ne vient pas d'origine forestière, il vient vraiment à 100% de ce qu'on appelle les sous-produits ou les connexes que je viens de vous expliquer. Donc, sciure beaucoup d'origine des scieurs. Et du coup, bah, la production du granulé, elle suit la production de sciage. Donc, plus on produit de sillage, potentiellement, plus on a de ressources pour faire des granulés. Et du coup, aujourd'hui, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes et en France de manière générale, on transforme surtout du résineux. Voilà, épicéa, sapin, Douglas pour chez nous. Donc, forcément, bah, nos granulés, l'origine du bois, l'essence, c'est plutôt des résineux. Voilà. On va parler des humidités ensuite. Thierry expliquera à quel point le sujet de l'humidité est important. Mais du coup, on n'a pas non plus les mêmes seuils d'humidité entre ces produits. Là où le granulé va être à moins de 10% d'humidité, pour la bûche, on va considérer sec un bois qui est autour des 20% d'humidité. Bois déchiqueté, ça va des plus gros systèmes. Donc là, ça dépend du système de la chaufferie en fait, qui a été choisi. Bah, tu peux passer cette série, s'il te plaît. Donc, on voulait faire un focus sur la partie forestière, d'où ça vient. Et voilà, est-ce qu'on ne fait pas n'importe quoi en forêt, quoi. Donc, d'abord, première chose, rappelez qu'en France, c'est très encadré ce qui se passe en forêt. On a donc un code forestier qui résume toutes les lois de ce qu'on peut y faire. Et en fait, à chaque échelon, il y a des réglementations donc qui sont déclinés. Donc, on part du national avec des objectifs nationaux qui sont déclinés au régional avec des réglementations régionales. Ensuite, le code forestier, il y a la grosse maille, mais il y a aussi des déclinaisons départementales qui sont gérées par les DDT. Et enfin, au stade de la parcelle où, en fonction de la surface qui est possédée par le propriétaire,
il est soumis à un certain nombre aussi de, de réglementations et notamment l'obligation de faire un plan de gestion. Donc un plan de gestion, c'est pluriannuel, euh, et donc dans lequel il va dire très précisément, décrire ce qu'il a sur sa parcelle et dire très précisément ce qu'il va faire pendant les années à venir. Et ça, c'est approuvé derrière par une administration publique. Donc, voilà, s'il dépasse une certaine surface, il est obligé de le faire. Il le soumet à l'administration et l'administration lui valide ou non. Donc, si c'est non validé, il doit retravailler, remouliner son plan. Voilà. Donc, ça suit un petit peu pour montrer que voilà, c'est très encadré. On ne fait pas du tout ce qu'on veut en forêt. Je peux passer à la suivante. Donc, il y a deux grands modèles de gestion en forêt pour préciser. Le modèle le plus présent dans les forêts, là je parle de forêt gérée pour la production de bois, bien évidemment. Le modèle le plus courant, on va dire en France, et traditionnel depuis un certain nombre d'années, depuis les années 1400 et des brouettes, c'est le modèle de la futaie régulière. Donc le modèle de la futaie régulière, il est simple. On plante en gros des arbres, tous en même temps. Donc ils ont tous le même âge. On vient les planter, puisque l'objectif, là, c'est vraiment produire du bois pour la construction, donc de la charpente. On vient les planter assez serrés parce qu'on veut qu'ils filent droit. On veut des longs fûts, des arbres bien droits pour pouvoir faire de la charpente à l'intérieur. Sauf qu'au bout d'un moment, ils sont beaucoup trop serrés et donc ils vont finir par végéter, voire, si on ne fait rien du tout, la concurrence est telle qu'ils vont finir par mourir. Donc, ce qu'on vient faire ensuite, c'est des éclaircies. Donc, on vient en enlever certains. C'est vraiment le principe des carottes. Voilà, on sème les carottes et puis après on en enlève pour en faire grossir d'autres. Et là, c'est pareil, on vient en enlever certains pour faire grossir les plus jolis. Euh, et donc, c'est la première éclaircie. On sort des bois qui sont de petit diamètre. Et ces bois de petit diamètre, c'est ceux qui vont partir pour la filière énergétique. Donc après, on a deux modèles. Le régulier, les schémas sont assez parlants. Le régulier, c'est tout le même âge. L'irrégulier, on a plusieurs classes d'âge dans le même peuplement. Mais c'est le même principe. De toute façon, à un moment donné, on va venir enlever des bois pour faire de la lumière aux autres et leur permettre de continuer de grossir. Donc, en fonction de ce qu'on coupe, forcément, on a des bois de plus ou moins gros diamètre. Euh, et donc, c'est à ce moment-là qu'on sort du bois d'énergie. Donc, tu peux passer à la suivante. Donc le modèle d'avant, j'ai juste oublié de dire, ça peut être à la fois dans le feuillu et à la fois dans le résineux. Donc nous, chez nous, on a beaucoup de résineux, donc plutôt du sapin, du Douglas, mais c'est aussi le modèle traditionnel qui a été utilisé pour le chêne. Aujourd'hui, les plus belles chênaies de France, elles sont sur ce modèle-là. Ensuite, l'autre modèle traditionnel et aussi assez ancien, c'est celui du taillis. Le principe du taillis à l'époque, c'était, dans le système agricole, globalement, une méthode pour produire du bois de chauffe. Donc justement, on laisse pousser les bois et au bout de 25-30 ans, on vient tout couper à la base. Donc ça marche que sur du feuillu. Et ensuite, de la base, repartent des tiges. Donc ça fait des espèces de cépées, donc des bouquets qu'on voit là, assez bien sur l'image. Et 20 ans plus tard, on revient, on refait pareil. Et ça, c'était vraiment pour produire du bois pour la chauffe et du bois pour les piquets au niveau agricole. Ça, c'est un modèle qui est aujourd'hui en train de disparaître tout doucement parce qu'on n'a plus le même attachement à la filière agricole qu'on l'avait à l'époque, mais qui existe encore et certains souhaitent le garder. Donc là, on est clairement sur une production faite pour le bois énergie. Donc on vient couper et on relaisse pousser. Voilà. Si je peux me permettre, il y a Marie-Ange qui nous dit sur le chat qu'elle ne voit pas la totalité de chaque diapo alors qu'elle est en plein écran. Est-ce que c'est le cas pour d'autres personnes? Si vous pouvez répondre dans le chat ou si tout le monde voit correctement la totalité de la diapo. Parce que si c'est que vous, c'est peut-être un problème de réglage de votre ordinateur. Moi, je vois en tout cas en totalité. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous voyez bien la diapo complète. Et puis sinon, de toute façon, on vous renverra le diaporama. Je reprends. Ouais. Donc, ce soir, on voulait vous proposer de faire un zoom sur les bûches, puisqu'on va le voir tout à l'heure. On va parler de différentes choses, mais ça reste le système de combustion au bois énergie le plus courant et aussi celui qu'il faut un petit peu le mieux connaître pour pouvoir le gérer correctement chez soi, individuellement.
Donc, comment on fait, des bûches? Globalement, ça vient à 100 de la forêt. On voit bien sur l'image du camion où on voit la photo là où on voit, des camions qu'on est sur des bois de petit diamètre. Donc, ce que je vous disais, issus soit de taillis, qui ont été coupés, soit, de futaie, donc c'est des bois d'éclaircie. Et surtout, on est aussi sur des bois qui avaient pas d'avenir en tant que tels, au niveau pour faire de la charpente. C'est-à-dire qu'ils avaient des gros défauts. Heu donc voilà, donc c'est ça, on voit bien sur la photo. En termes d'approvisionnement, sur la bûche, on est vraiment sur des approvisionnements très locaux. Globalement, vous le voyez, 80 c'est le petit camion, le petit schéma. 80 des approvisionnements non, c'était juste avant, reste avant. 80 des approvisionnements se font à moins de 100 kilomètres de l'entreprise. Donc quand vous vous adressez à un fabricant de bûches pour vos achats, il y a quand même un fort taux de probabilité pour que ça vienne, de pas très loin. Une fois que ces bois sont à l'entreprise, on vient les fendre. Donc ça, c'est la photo de gauche en bas. Ça passe en fait devant, un espèce de comment on pourrait appeler ça? Ça pourrait être pareil pour du fromage pour découper quoi, une espèce de moule avec des lames. Donc ça c'est poussé dedans, ça fend les bûches. Heu, elles sont stockées en général sous abri pour, être séchées un petit peu naturellement. Et ensuite, maintenant, c'est vrai que de plus en plus de clients, demandent à avoir du bois propre. Donc beaucoup d'entreprises sont équipées de la photo, ce qu'on voit en bas à droite, la photo de droite, de cribleurs. Donc le cribleur permet de nettoyer les bûches et de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de terre et un peu moins, d'écorce quand ça arrive, dans votre garage. Enfin, devant votre garage, plus précisément en général. Donc tu peux passer à la diapo suivante. Donc on a dit moins de 80 kilomètres en approvisionnement et en livraison, on est vraiment sur des rayons qui sont très courts. C'est aussi en lien avec, le coût, avec le prix, hein, c'est-à-dire que pour le coup, ce sont des produits qui n'ont pas une valeur, suffisamment importante pour, en faire des longs trajets. Donc 80 livrent à moins de 30 kilomètres de leur dépôt. On est vraiment sur des approvisionnements très courts. Le système de livraison le plus répandu, ça reste, la livraison en vrac. Donc, effectivement, le camion vient vider devant chez vous et puis, vous rangez vous-même votre bois. Mais il y a de plus en plus d'autres modèles qui se développent et de services proposés, notamment ce qu'on voit en dessous, donc c'est la palette. Ça, quand vous passez pas beaucoup de bois, et que vous avez peu de place, c'est déjà assez optimisé. Ils vous livrent déjà des palettes, rangées et donc vous gardez la palette, chez vous. Mais il y a aussi des palettes enfilées, enfin il y a plein d'autres, systèmes qui existent, heu, différents que la livraison, vrac, quoi. Donc tu peux passer à la suivante. Le sujet qui ressort souvent avec, le chauffage au bois, c'est, le chauffage au bois, ça pollue. Donc on voulait, vous proposer un petit zoom sur ce sujet-là et faire attention à de quoi on parle en termes d'émissions de polluants et d'où ça vient. Alors première chose, c'est qu'il faut bien différencier ce qui est une émission d'une concentration. C'est-à-dire que l'émission, c'est ce qui sort, en gros, là, il y a la photo, elle est enfin, l'image est assez claire, c'est ce qui sort de l'usine, en gros. Heu, voilà, ou de votre cheminée, voilà. Vous émettez, des polluants. Mais une fois que c'est dans l'air, ça se mélange, à ce qui est sorti, du pot d'échappement de la voiture, à ce qui est sorti, du cess du de l'agriculture, et cetera. Et donc là, c'est le cumul de tout ça qui vient faire ce qu'on appelle les concentrations. Donc bien à distinguer, et donc là, c'est ce que vraiment vous respirez, quoi. Hem voilà, je peux passer ensuite. Donc si on reprend un petit peu secteur par secteur pour le positionnement, du bois énergie, donc on voit un peu les principaux, polluants, qui sont, suivis. Donc, là, les chiffres que je vous sors, ce sont les chiffres de Atmo. Atmo qui est, l'agence, qui suit, la qualité de l'air sur la région, Auvergne, Rhône-Alpes, et donc qui édite, des chiffres, tous les ans. Heu, donc là, les polluants, ce que nous, on va regarder, donc l'énergie, on peut être effectivement dans l'énergie, mais on est surtout beaucoup dans résidentiel, donc dans cette catégorie-là. Et pour le bois énergie, ce qu'on regarde, c'est les émissions de particules fines. Donc les particules fines, c'est les PM. Donc il y a les PM10 et les PM2,5. Donc c'est là-dessus qu'on va faire un petit zoom. Tu peux passer à la suite. Hem, donc les PM2,5, si on regarde en fonction des différentes typologies, d'énergie, effectivement, on voit bien, hein, c'est, c'est l'énergie bois qui, émet, le plus de PM2,5 et à la marge un petit peu le gaz. Mais il y a une chose à bien distinguer,
c'est que par contre, dans ce chauffage au bois, il y a le chauffage au bois collectif et le chauffage au bois individuel. Donc le collectif, c'est ce qu'on disait, c'est ceux qui sont raccordés à des réseaux de chaleur communaux, par exemple. L'individuel, c'est vraiment chacun chez soi, son poêle à bois. Donc on voit bien qu'en fait, les émissions viennent vraiment des systèmes de chauffage individuels, donc le poêle à bois à la maison. Néanmoins, voilà, il faut regarder les polluants, mais il n'y a pas que l'émission de PM2.5. Il faut relativiser avec tout ce qui est gaz à effet de serre. Et là-dessus, par contre, on voit bien que c'est l'inverse. Le bois émet peu de gaz à effet de serre, là où le fioul et le gaz sont fort émetteurs. On peut passer à la suivante. Donc, est-ce que du coup, tous les systèmes, on disait c'est surtout le chauffage au bois individuel qui émet des particules fines, est-ce que tous les systèmes sont égaux? Non, pas du tout. Globalement, là, c'est les PM10. C'est un schéma assez parlant. La cheminée ouverte, c'est le système de chauffage qui a le moins bon rendement, c'est-à-dire que ça vous chauffe vraiment pas beaucoup et qui pollue par contre très très fort. Ensuite, on a les anciens appareils. Donc là, sur ce diapo-là, ils sont classés avant 96, qui émet pas mal. Et puis, vous allez vers des poêles récents et performants. Finalement, moins vous polluez. Donc vraiment, les technologies de chauffage au bois ont fortement évolué ces 15 dernières années. On a eu un boom au niveau technologique qui fait qu'aujourd'hui, finalement, il y a assez peu d'émissions avec des appareils récents. Est-ce que tu peux passer à la suivante? Et donc là, si on regarde les PM2.5, qui sont les plus dangereuses pour la santé de l'homme. Donc on zoome sur le chauffage au bois individuel. Donc c'est les émissions en grammes par gigajoule. Donc là, Ah non, mais vous ne voyez pas ma souris, moi. Zut. C'est pas pratique, ça. Donc sur l'individuel, la barre de gauche, c'est donc le chauffage au bois bûche en cheminée ouverte. Donc c'est ce qui pollue le plus. On avoisine presque les 900 grammes par gigajoule d'émissions. A contrario, si on reste sur la bûche, sur un foyer fermé, donc un insert ou un poêle, et qu'on va sur un appareil performant, donc en 4 ou en 5, on voit que le 5, on peut même descendre jusqu'à quasiment 100 grammes par gigajoule. Donc on est quand même à 9 fois moins d'émissions de PM2.5. Donc voilà, et puis là, si vous passez au granulé, effectivement, le granulé, c'est souvent des systèmes qui sont automatiques parce que la bûche, finalement, ça dépend de votre appareil, mais ça dépend aussi, on va le voir, de vous, comment vous gérez votre feu. Alors que le granulé, l'avantage, c'est qu'effectivement, ce sont des appareils qui sont automatiques. Donc, au niveau de la gestion de la combustion, on a des combustions qui sont très performantes et donc qui émettent très peu de particules fines. Mais Thierry détaillera ce que ça veut dire combustion tout à l'heure. Donc, tu peux passer à la suivante. Donc, ces dernières années, les collectivités ont beaucoup aidé financièrement au remplacement des appareils individuels. Donc, aujourd'hui, on commence à évaluer les gains qui ont été faits. Et une des sources de financement, c'était un dispositif qui s'appelle le Fonds Air Bois. Donc là, ils ont pris les chiffres Atmo de 2013 à 2023. Et donc, en 2023, on a on a évité de rejeter quasiment 600 tonnes de PM2.5. Si on met un petit peu, donc ça c'est à l'échelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Si on met en correspondance avec ce qu'on émet, par exemple, la métropole de Lyon, elle émet à peu près 1300 tonnes de PM2.5. Donc tout confondu, pas que le bois. Tout confondu, la métropole de Lyon, c'est un territoire qui émet 1300 tonnes de PM2.5. Donc dire qu'on a juste changé les appareils permet d'éviter d'en rejeter 600 tonnes, c'est assez considérable en fait comme gain. Je peux passer à la suivante. Et là, c'est la courbe de la qualité de l'air. Donc là, c'est vraiment la mesure de ce que vous respirez. Donc la mesure des concentrations dans l'air. Donc depuis 2007 jusqu'à 2024. Et on voit bien qu'on est sur une nette amélioration de la qualité de l'air au niveau des émissions de particules fines. Donc c'est ce qu'on regarde depuis tout à l'heure, nous, les PM10 et puis les PM2.5. Donc sur les PM2.5, on est à moins 67% depuis 2017. Et puis les PM10, on est à moins 51% depuis 2007, pardon. Donc une nette amélioration clairement due aussi au changement des appareils de chauffage. Donc je peux passer à la suivante.
Et là, ce que je voulais vous mettre, et vous avez, parce que je me suis dit, peut-être vous vouliez me dire que on émet moins de particules parce qu'on se chauffe moins au bois. Non, pas vraiment. Du coup, non, non, on se chauffe pas moins au bois qu'avant. C'est vraiment le remplacement des appareils. Donc les émissions de poussière, en gros, de 90 à 2022, la réduction, elle est vraiment liée, aux normes qui ont été mises en place, qui ont été plus restrictives et qui ont forcé les constructeurs et les fabricants de chaudières à, améliorer leur système. Et donc pour 2030, l'objectif est encore, de diminuer de 15 les émissions de PM2,5. Hem, Néanmoins, dans le même temps, on n'est pas sur un objectif de réduction du nombre, d'appareils de chauffage. On est plutôt sur un objectif de remplacement, donc déjà finir de supprimer les foyers ouverts puisqu'il en reste encore beaucoup, et puis, remplacer les anciens appareils, donc ceux avant 2005 globalement. Voilà. Et ça, c'est pas anodin parce que là, on parle d'émissions de polluants, mais il faut aussi le regarder d'un point de vue forestier, c'est-à-dire que les estimations aujourd'hui, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'elles nous donnent, c'est que le remplacement d'ici 2030, des appareils, anciens, permettrait d'économiser 25, parce que du coup, vous avez des meilleurs rendements matière, donc vous utilisez moins de bois pour chauffer pareil, heu et donc ça permettrait d'économiser 25 de bois à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, et 25 de bois à notre échelle, ça veut dire 400 000 tonnes de bois. Donc c'est, aussi, une économie, sur la forêt, qui est, non négligeable globalement. Voilà, je crois que c'est tout bon, Thierry. Ouais. Voilà. Ah, merci pour cette présentation sur le bois, la filière bois. Et maintenant, ça va plutôt concerner vous, quand vous mettez votre bûche dans votre chauffage, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la particularité de la combustion du bois? Alors, pour un petit rappel, la base de la combustion, que ça soit du bois, du fioul ou du méthane, hein, vous avez un combustible qui peut être solide, liquide ou gazeux. C'est d'abord donc un combustible. Sans ça, il n'y aura pas de chaleur. Mais pour que celui-ci s'enflamme, il faut un comburant, ce qui va être l'oxygène. Sans oxygène, le combustible ne va pas dégager de la chaleur. Et puis, il faut un démarreur. Le démarreur va être la chaleur. Donc, chaque combustible a sa spécificité. Et le bois va démarrer en fonction de sa section, mais à partir de 200 degrés, 300 degrés, il peut y avoir une inflammation qui commence. Bien sûr, ça sera plus difficile avec une grosse bûche, mais si on est sur du papier qui est du bois, hein, ni plus ni moins, ou des petites brindilles très secs, à 250 degrés, on peut commencer à avoir une inflammation. Donc, c'est les gaz du bois qui vont s'échapper. Donc, qu'est-ce qui se passe précisément? Pour bien comprendre ça, quand vous mettez une bûche dans votre poêle, c'est l'équivalent, enfin l'équivalent, c'est une façon de parler, mais imaginez que vous mettiez une citerne, enfin une citerne ou un jerrycan de fuel dans votre poêle. Là, vous mettez une bûche qui a une quantité d'énergie que vous ne maîtrisez pas. Contrairement au granulé, on y reviendra après, où là, l'apport du granulé est maîtrisé par une vis sans fin. Donc, ce qui va se passer dans la combustion, c'est dans un premier temps, eh bien, la sortie de l'humidité. Et là, dans une bûche, il y a toujours 20% d'humidité. Donc là, c'est le démarrage. Il faut qu'il y ait une certaine chaleur pour évacuer cette humidité. Et ensuite vient l'inflammation des gaz, c'est-à-dire les gaz vont s'échapper et ce qu'on appelle la pyrolyse, combustion des gaz. C'est ce qui fait la flamme. Tant que vous voyez une flamme, c'est qu'il y a des gaz qui s'échappent. Tant qu'il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de gaz. Et lorsque les flammes ont disparu, on arrive à la combustion du charbon de bois, qui est essentiellement du carbone. Donc, il faut toujours de l'oxygène. Si vous n'apportez pas d'oxygène, eh bien, on ne peut pas faire ce qu'on appelle du CO2, hein, qui est inoffensif, et donc on va dégager des gaz imbrûlés que vous voyez en haut ici, imbrûlés gazeux, qui n'ont pas pu être oxydés. C'est une forme d'oxydation et qui va dégager de la chaleur. Et en finale, on va avoir de la cendre. Alors, pour reprendre ce parcours, la température ambiante avec le stock du bois prêt à être chauffé, à condition qu'il n'ait pas une humidité trop importante, parce que sinon il va falloir une chaleur au départ pour évacuer cette humidité, hein. L'humidité refroidit la température.
À partir donc de 100 degrés, il y a un démarrage de feu qui est possible. Donc, évaporation de l'élimination de l'eau contenue dans le bois. Mais c'est vraiment à 250 degrés, comme je vous l'ai dit, que la gazification du bois et que vous voyez les flammes. Donc, à 100 degrés, c'est plutôt l'évacuation de l'humidité. Ensuite vient donc toujours les flammes à 300 degrés. On va essayer de monter en température le plus vite possible pour pouvoir brûler le maximum de gaz. Les charbons de bois, c'est quand on a atteint la température maximum qu'il n'y a plus de gaz, 700 degrés, oxydation des gaz, complète des gaz. Donc, qu'est-ce que ça signifie, oxydation complète des gaz? Ça veut dire que tant que vous n'avez pas atteint les 500 et 700 degrés, eh bien, il y a des imbrûlés dans la cheminée. Donc, le rendement est réduit. Et il faut donc apporter le maximum d'oxygène pour permettre au bois bûche et au gaz qui est contenu dans la bûche de pouvoir brûler au maximum. Donc, c'est sûr que lorsqu'on fait un démarrage de feu, le rendement est mauvais. Une fois que le poêle est en fonction, le rendement est meilleur, comme un moteur de voiture, on va dire, hein. L'intérêt des nouveaux poêles, c'est qu'ils ont pu optimiser ce temps, on va dire, ce temps pour brûler les gaz contenus dans le bois. Donc, trois étapes importantes. L'évaporation de l'eau, ça c'est la première étape. C'est pour ça qu'il faut veiller à avoir un bois qui soit à 20% d'humidité. On descend rarement en dessous. Pour ça, il faut un bon stockage. L'évaporation et la combustion des gaz va se faire à partir de 250 jusqu'à 500 degrés. Donc, il faut monter très vite en température. Et ensuite, vous avez le brûlage du charbon de bois qui reste. Il faut toujours de l'oxygène, donc il ne faut surtout pas fermer le tirage. Donc, en résumé, le bois, c'est du bois, de l'oxygène, de la chaleur. C'est un effet en chaîne. Voilà. Il faut garder cet effet en chaîne pour obtenir cette chaleur. Donc après, vous avez les systèmes de production de chauffage, donc le système de chauffage en lui-même. Donc voilà les différents appareils. Donc le poêle à bûche. Donc son intérêt, bah, c'est que vous êtes indépendant sur le plan électrique, hein. Une panne d'électricité, le poêle à bûche fonctionne toujours. Le combustible est plutôt local, hein. On ne va pas transporter du bois sur de longues distances, comme ça a été dit tout à l'heure par Andrea. Le rendement maximum qu'on peut avoir, c'est 70%, 85%, c'est vraiment dans les meilleures conditions. Comme je vous l'ai dit, ça va dépendre beaucoup de votre pilotage. Et si le poêle est chaud, bah, c'est très bien. S'il est froid, le rendement est mauvais. Donc, il faut essayer d'éviter de fermer le tirage, sinon vous baissez le rendement du poêle. Bien évidemment, à côté, le poêle à granulés, lui, a un autre mode de fonctionnement. Alors, l'intérêt, c'est que vous êtes en autonomie. L'allumage est automatique. Il y a une alimentation automatique. Donc, ça veut dire la combustion est régie par l'apport d'oxygène, par l'apport de granulés et la chaleur est contrôlée. Donc, on arrive à des rendements qui sont à 80 et facilement à 85%, sauf si le réglage est mauvais. Le poêle de masse fonctionne différemment que le poêle à bûche classique. Lui, il va emmagasiner la chaleur, ce qui vous permet donc de faire des gros feux et de les laisser s'éteindre. Et la chaleur est emmagasinée dans la masse et va rayonner ensuite par inertie. C'est pour ça qu'on a des rendements à 80% parce qu'on ne baisse pas le tirage, hein, comme on peut avoir tendance à le faire avec le poêle à bûche classique. Et puis, il reste chaud en général pendant tout l'hiver. Et les poêles bouilleurs, donc, c'est un fonctionnement différent. C'est un petit peu comme une chaudière. Ça vous apporte chauffage au travers des radiateurs et l'eau chaude si c'est branché sur un ballon d'eau chaude. Donc, le rendement, là, va dépendre du système et de sa régulation parce qu'on est quand même sur un système à bûche classique, hein, comme un poêle. Pourquoi un meilleur rendement sur ces systèmes de poêle qu'on appelle flamme verte, on verra tout à l'heure? C'est parce qu'il y a une double combustion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les gaz du bois qui s'échappent et ces gaz vont s'enflammer à différentes températures. Donc, au départ,
eh bien, il y a des gaz qui s'échappent qui ne sont pas brûlés. Pour faciliter le brûlage de ces gaz, la double combustion avec une arrivée d'air secondaire qu'on voit au-dessus va favoriser l'inflammation de ces gaz et donc la transformation en chaleur. Ensuite, les chaudières. Alors, les chaudières, on retombe dans l'installation classique. Si vous avez une chaudière fuel, vous remplacez par une chaudière bois. Voilà, une chaudière gaz peut être remplacée par une chaudière bois également. La chaudière à bûche, ça nécessite que vous l'alimentiez par vous-même. Le combustible est disponible parce qu'il est local. Le stockage se fait comme pour un poêle à bûche, hein. Le rendement est autour de 75% parce que la chaudière à bois à bûche est systématiquement branchée sur un ballon d'eau chaude, un ballon tampon qu'on appelle, environ de 1000 litres, qui va alimenter les radiateurs. Donc, ce n'est pas la chaudière qui alimente les radiateurs directement. Elle fonctionne en intermittence. Et ensuite, c'est le ballon tampon donc, qui contient cette eau chaude qui va alimenter les radiateurs. C'est beaucoup plus simple à réguler. La chaudière granulée, là, elle est automatique, hein, donc c'est l'apport du granulé qui va réguler la demande de température dans la maison, dans les pièces. Et la chaudière bois déchiquetée fonctionne comme la chaudière à granulés, mais pour des plus grosses installations. Vous avez donc aujourd'hui la classification donc flamme verte qui vous permet de voir les évolutions des appareils avant 2000, depuis 2018, puis après 2000, avant 2000, puis depuis 2018, pardon, je lis en sens inverse. Et vous voyez donc les améliorations qu'il peut y avoir en rendement, en émissions de monoxyde de carbone, en particules fines. Donc, bien évidemment, lorsque vous achetez un appareil, on vous conseille qu'il soit classé flamme verte et 7 étoiles. Et c'est parce que vous aurez cette classification que vous pourrez obtenir des aides. Bien sûr, il n'y a pas que, donc pour revenir sur un système de chauffage, il n'y a pas que la production de chauffage qui compte, il y a aussi la régulation et les émetteurs. Donc, c'est l'ensemble du système qui fera un rendement efficace. Donc là, c'est surtout lié pour les radiateurs, mais c'est le cas par exemple pour un poêle de masse. Vous allez chauffer l'ensemble de la maison par radiation, alors que le poêle classique, il va chauffer très vite, mais ensuite il va s'éteindre et il ne va pas rayonner de chaleur. Donc ça dépend des configurations, hein, parce qu'un un poêle à bûche classique peut rendre de meilleurs services qu'un poêle de masse si on n'a pas besoin de chauffer le logement, on va dire, d'une façon continue. Et attention à votre sécurité. Dans tout ce qu'on a dit au départ, tout ce que j'ai dit au départ s'applique sur cette photo-là. Si vous fermez votre tirage, eh ben, vous allez avoir beaucoup de gaz imbrûlé, avec un risque aussi de carboniser votre cheminée. Donc, vous avez un exemple là de carbone, hein. C'est les fumées qui n'ont pas été brûlées avec un tirage fermé trop rapidement. Dans ce cas-là, eh bien, le conduit de la cheminée se réduit et vous risquez d'avoir un feu de cheminée. Et vous savez qu'un départ de feu de cheminée, on peut difficilement l'éteindre et c'est le risque d'inflammation de la maison et des charpentes, quoi. Donc, obligation d'un ramonage au moins une fois par an. Ça, c'est vos assurances qui vous le demandent, mais 2 fois par an, c'est bien. Lorsqu'on a un poêle, en tout cas, c'est préférable. Maintenant, on va passer sur le stockage. Donc, c'est soit toi, Andrea, qui Ouais. reprend la main. Oui, du coup, là, c'était de faire un focus sur auprès de qui acheter ces bûches, comment les stocker et puis comment se chauffer, allumer son feu correctement. Donc, auprès de qui les acheter? Auprès d'un circuit professionnel déjà pour démarrer, parce que du coup, on sait qu'ils s'en vont dans d'autres circuits. Et du coup, là, un point de vigilance, en cette année, tous les ans, il y en a un peu, mais là, cette année, quand même une recrudescence d'arnaques et de fraudes.
qui sont de plus en plus, ils sont de plus en plus doués, hein, pour les arnaques. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de nos entreprises qui se sont fait usurper leur identité. En fait, en général, ils créent les arnaqueurs créent des faux sites internet, mais avec les identités de vraies entreprises. Donc là, il faut vraiment être méfiant en vérifiant un petit peu les coordonnées de l'entreprise. Pour les sites internet, quand c'est sur internet, vérifier la date de création du site internet. Et de manière générale, de toute façon, il faut toujours se méfier des offres un peu trop alléchantes ou un peu trop irréalistes, hein. Les livraisons gratuites, c'est rare. Voilà, faut se méfier des livraisons gratuites. Et les prix anormalement bas aussi, ouais, globalement, en dessous de 70 € le mètre cube, faut commencer à regarder. Donc après, ce que vous pouvez faire, si vous avez un doute, c'est aussi comparer avec d'autres fournisseurs en appelant un ou deux autres fournisseurs pour vérifier que le prix qu'on vous propose, il est dans les prix du marché. Pour une première commande, si c'est un fournisseur que vous ne connaissez pas, que c'est la première fois que vous commandez chez lui, ne payez pas en ligne. Voilà, vous passez un coup de téléphone. Et globalement, les fournisseurs qui sont engagés dans des démarches de service et de qualité, surtout sur une première commande, ils vont vous faire payer après livraison. Ne payez pas avant livraison. Voilà, le contact téléphonique en général permet de détecter s'il y a des choses bizarres. Voilà, donc ça c'est voilà, gros point de vigilance parce que cette année, on a plusieurs sociétés qui ont dû porter plainte parce qu'elles se sont faites voler leur identité et donc plusieurs clients se sont fait arnaquer en ayant payé en ligne et jamais reçu le bois demandé. Sinon, il y a aussi d'autres démarches qui peuvent vous aider à choisir, notamment le réseau France Bois Bûche et CBQ+. Donc ça, ce sont des démarches de qualité. Ce sont les entreprises qui se font certifier. Et ces deux réseaux portent vraiment des certifications de qualité, c'est-à-dire qu'elles se soumettent à des audits tous les ans, elles sont suivies et elles s'engagent à un certain nombre de services et de respect pour la qualité des produits. Donc, CBQ+, ça veut dire chaleur, bois, qualité plus. Ces deux réseaux sont très actifs en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont tous les deux des sites internet et avec référencés notamment sur France Bois Bûche, il y a carrément une carte. Vous mettez votre code postal et ça va vous sortir les entreprises les plus proches de chez vous qui sont certifiées. L'avantage de ça, déjà, elles sont certifiées, donc elles existent et ce n'est pas des arnaques. Deuxièmement, on a beaucoup d'entreprises aussi qui sont des toutes petites sociétés qui n'ont pas forcément de site internet. Donc, c'est une façon de trouver des entreprises qui ne sont pas forcément visibles sur Internet. Et dernière chose, vous pouvez regarder, là ça va être valable à peu près sur tout ce que je vais vous dire. Le réseau France Bois Bûche a fait faire des petites vidéos d'1 minute 30 sur YouTube. Donc elles sont disponibles sur la chaîne YouTube de France Bois Bûche et c'est Peter qui est un petit peu la mascotte bûche de notre réseau qui présente un peu les quelques tips. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir, c'est des vidéos plutôt humoristiques pour donner de l'info. Je peux passer à la suivante. Donc, quoi acheter? Pour de la bûche, il faut favoriser des essences feuillues. Et par contre, vous pouvez aller sur une mixité des essences, c'est même plutôt recommandé. C'est recommandé parce qu'elles n'ont pas toutes le même pouvoir calorifique et donc les mêmes propriétés, mais aussi en forêt, on a différentes essences de bois, de la biodiversité. L'idée, c'est pour que ça reste, on garde une biodiversité en forêt, il faut pouvoir consommer différentes essences et pas se dire on achète tous du chêne, que du chêne et que du chêne, et puis tout le reste, on s'en fiche, quoi. Donc, les feuillus sont classés en deux catégories, ce qu'on appelle les feuillus tendres et les feuillus durs. Globalement, les feuillus tendres, ce sont des bois peu denses, assez légers, qui du coup vont vite être secs, mais n'ont pas un pouvoir calorifique très élevé. Donc, c'est quelque chose qui va brûler très vite, mais ça ne va pas durer longtemps, on va dire. Donc ça, c'est des bois qui sont hyper adaptés pour allumer son feu. Ça permet assez rapidement de démarrer le feu, de monter en température, et ensuite, on vient mettre les feuillus durs, donc qui sont eux vraiment des plus denses et avec un meilleur pouvoir calorifique, qui sont globalement le chêne qu'on connaît tous, mais aussi le hêtre ou le châtaignier par exemple. Donc être attentif au taux d'humidité, Thierry en a parlé. Dans la filière bois et au niveau réglementaire, ce qui est considéré sec, c'est moins de 23% d'humidité. Et c'est ce qui est recommandé de mettre dans votre poêle, du moins 23% d'humidité. Pour avoir ça, en gros, il y a deux façons. Quand acheter, globalement,
si vous achetez du bois qui est déjà sec, c'est-à-dire que vous allez demander à votre fournisseur qui vous vende du bois sec, donc de moins de 23% d'humidité, c'est un prix, hein, du coup, c'est un tarif en général qui est plus élevé. Bon, bah, à ce moment-là, entre guillemets, vous n'allez pas vous poser la question de quand l'acheter, vous pouvez l'acheter même en début d'hiver, il sera sec. Mais bon, c'est quand même une denrée un peu rare, entre guillemets, donc vaut mieux l'anticiper et être tranquille et serein pour avoir du bois pour l'hiver. Sinon, on vous conseille d'acheter clairement en fin de saison, c'est-à-dire au printemps et à l'été. Les producteurs de bûches, vous avez vu sur les premières diapos, j'avais mis une photo sur leur dépôt, leur plateforme. Les bûches, elles sont en tas. Elles sèchent à l'air libre, mais ça ne va jamais sécher aussi bien que chez vous quand ça va être correctement rangé en petite quantité. Donc, pouvoir acheter au printemps-été, ça permet que vous puissiez acheter des bois qui sont mi-sèches, donc pas tout à fait à 23% d'humidité, mais qui sont déjà à moins de 30% d'humidité, et que ça finisse de sécher tranquillement l'été chez vous, dans un endroit bien ventilé. Après, le mieux, c'est effectivement, on considère souvent naturellement, un bois, il est sec selon les essences et la taille, il va être sec souvent au bout de 2 ans. Donc, si vraiment vous achetez du bois complètement vert, bah, faut anticiper d'une année sur l'autre. Donc, il faut une capacité de stockage un peu importante. Donc ça, c'est encore l'idéal, le mieux même. Mais sinon, voilà, si vous refendez votre bois, si votre bois, vous l'achetez fendu, mais qu'il y a quand même, il reste des gros morceaux, vous pouvez refendre. Globalement, ce sera un bois fendu, ça va sécher plus vite qu'une grosse bûche, globalement. Voilà. Et donc, tu peux passer à la suite. Et le sujet donc, des obligations légales. Donc, la réglementation, je vous disais, hein, la filière bois, elle avance et ces dernières années assez vite, à la fois au niveau des technologies de chaudière, mais aussi au niveau des approvisionnements. Donc, sur la facture doivent être mentionnées l'essence vendue et sa longueur, donc les caractéristiques de ce que vous achetez, ce qui vous permet justement de pouvoir faire des mises, de savoir que vous prenez du chêne, du châtaignier. L'humidité doit être précisée. Elle doit avoir une mention, c'est-à-dire soit il y a écrit prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi, c'est comme le mot l'indique, c'est-à-dire qu'il est sec et à moins de 23% d'humidité. Soit il y a écrit asséché avant emploi. Et là, séché avant emploi, c'est donc du bois qui n'est pas sec. Et à ce moment-là, votre fournisseur, il doit vous recommander un temps de séchage chez vous complémentaire. Donc, un certain nombre de mois à passer chez vous pour atteindre l'humidité souhaitée. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, ils sont là pour ça, les fournisseurs, à discuter avec eux et vous adresser les conseils nécessaires à ce sujet-là. Je peux passer à la suite. Et si je ne m'abuse, Andrea, à moins de Ouais, 2 mètres cubes, ils sont tout obligés à de fait. vendre du bois prêt à l'emploi. Oui, moins de 2 mètres cubes, c'est obligatoire de vendre du bois sec. Tout à fait. Je crois que ça date de septembre 2023 ou quelque chose comme ça. Oui, bah, c'est la même réglementation, c'est sorti tout en même temps. Ouais, ça fait 2 ans. C'est ça fait 2 ans. Euh, ouais, tout à fait. Alors après, si on prend les moyennes aujourd'hui des achats, les gens achètent en moyenne 5 mètres cubes, enfin 5 stères. Donc, c'est des situations assez rares, mais oui, c'est le cas. Ouais. Donc, comment stocker correctement? Il faut que ce soit absolument ventilé. Donc, il faut le détacher du sol. Donc, faire un petit abri surélevé. Donc, vous pouvez poser, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire le schéma, c'est l'abri parfait, entre guillemets, bien joli, bien fait. Mais bon, si vous n'avez pas cette capacité-là, vous pouvez au moins mettre des palettes au sol et mettre vos bûches au-dessus pour détacher du sol. Ensuite, effectivement, on le disait, bah, si elles ne sont pas assez petites, bah, refendre un petit peu pour votre bois. Et puis les disposer de façon à ce que ce soit ventilé, donc pas trop serré. Quitte de temps en temps à faire un quinconce, enfin parallèle, perpendiculaire, pardon. Voilà, et puis les mettre sous abri de la pluie, bien évidemment. Donc, en gros, ce qu'on voit, voilà, quand on passe sur des routes, on voit régulièrement les tas de bûches dans un champ avec une bâche au-dessus. Bon, bah, ça, c'est pas l'idéal, quoi, hein. Poser dans le pré avec la bâche au-dessus, c'est pas dingue. Après, en système D, vous pouvez mettre temporairement une bâche, mais il faut bien s'assurer que la bâche, elle ne vient pas retomber sur les bords, que ce soit vraiment qu'au-dessus et que ce soit vraiment bien ventilé en dessous pour éviter qu'il y ait de la condensation, quoi. Voilà. Mais l'image que vous avez à l'écran, ça reste le mieux, quoi. Je peux passer. Et éviter de stocker dans les endroits non ventilés, c'est-à-dire dans le garage, c'est fermé. Ça va pas bien sécher dans un garage et encore pire dans une cave.
Donc voilà, évitez de les mettre à l'intérieur. Et puis une fois que votre bois, vous allez l'utiliser, vous pouvez le rentrer, dans votre maison. Bah, l'idéal, c'est si vous pouvez le rentrer, 3-4 jours avant dans votre maison parce que vous avez un petit rangement intérieur, bah, il finit de sécher, à l'intérieur et à se mettre à température. Donc on disait, toutes les essences n'ont pas le même, pouvoir, calorifique. Donc là, le graphique est assez parlant, sur du feuillu déjà, et du coup, il y a la correspondance, en fioul pour du 25 d'humidité. Et donc, vous avez la même chose outre l'essence, donc l'essence joue, mais il y a aussi l'humidité qui joue. Bien évidemment, on en a parlé. Donc forcément à 20 d'humidité, ben, vous dégagez, quasiment, enfin 3 915 kilowattheures, là où, sur du bois, humide, bon humide, 55 c'est fort humide, hein, globalement du bois qui sort de la forêt, il est autour des 40. Là où si vous prenez du bois vert, donc qui vient d'être coupé, bah, c'est quasiment 2 fois moins pouvoir calorifique. Voilà, et du coup, les entreprises, pour vérifier ça, de plus en plus sont équipées, d'humidimètres. Donc, elles peuvent vérifier, et pour mentionner sur votre facture, le pourcentage. Voilà, je crois que c'est bon. Et dernière chose, comment bien se chauffer, d'abord, comment déjà bien allumer son feu pour, justement, on disait tout à l'heure, limiter les émissions de polluants. Donc ce qui est recommandé, c'est, l'allumage par le haut. Donc l'allumage par le haut, c'est comme le schéma l'indique, vous mettez, les grosses bûches en dessous, en perpendiculaire là, et puis vous venez mettre au-dessus, votre bois, d'allumage. L'intérêt, c'est que votre bois d'allumage, du coup, il va, partir assez vite avec votre petit allume-feu, écologique, hein. Il va venir partir assez vite et chauffer, la partie supérieure du foyer. Ce qui permet, que les gaz qui vont, s'échapper, des bois en dessous vont traverser ça et s'enflammer. Enfin, Thierry, tu reprécises si c'est pas tout à fait ça, mais il me semble que c'est à peu près le principe. Tout à fait. Voilà, donc ça permet du coup que le foyer soit déjà chaud avant d'atteindre en gros, les grosses bûches. Voilà, une petite Et pourquoi c'est contre-intuitif? Mais c'est parce que ça vient de notre histoire. Si on reprend la cheminée classique, le foyer n'est pas fermé, le foyer est ouvert. Et si vous mettez dans une cheminée, si vous adoptez ce mode de chauffage dans une cheminée, ça ne fonctionnera pas. Pire encore, si vous faites un feu à l'extérieur, vous savez qu'on fait toujours le tipi avec les bois, hein, quand on fait un feu de camp. Pourquoi? Bah, parce que si vous mettez une flamme, vous essayez d'enflammer un tas de bois sans le protéger du vent, eh bien, il ne va pas s'enflammer. Et d'autre part, il faut que la température monte le plus vite possible. Alors, on a beaucoup de mal à monter à 500 degrés dans un feu de camp, mais en tout cas, on essaye à ce que la température monte le plus vite pour que les gaz du bois s'enflamment. Donc, c'est pour ça qu'on fait un tipi et qu'on enflamme par le bas et pas par le haut. Et donc, dans une cheminée, c'est la même chose. Mais à partir du moment où on utilise un foyer fermé, eh bien, les gaz du bois vont pouvoir s'enflammer beaucoup plus rapidement puisqu'on est sur un foyer fermé, protégé du vent. La chaleur, la température va monter et il faut faire en sorte que la température monte le plus vite possible. Donc, en allumant par le haut, à condition que ce soit des petites brindilles et du papier, mmh. vous allez chauffer le haut du foyer et les gaz du bois, comme ce qui était expliqué précédemment, les gaz du bois vont traverser cette zone chaude et s'enflammer plus rapidement que si la zone est froide. D'où l'intérêt de commencer par le haut. Alors bien évidemment, ça nécessite de ranger votre bois, hein. Il faut trier entre les petits Mmh. bois et les plus gros bois. Et pour ce qui était dit par rapport au rangement, oui, il faut fendre le bois. Lorsque le bois est trop, lorsque vous avez une bûche qui a une section trop importante, vous imaginez bien que les gaz vont avoir beaucoup de mal à s'échapper. Donc, il faut des très hautes températures pour que la bûche, et c'est le cas pour les bûches qui ont des nœuds, vous ne pourrez pas fendre une bûche avec des nœuds. Donc, vous la mettez de côté et cette bûche sera réservée quand votre poêle sera bien chaud, qu'il aura atteint une haute température. À ce moment-là, vous pourrez la mettre, mais n'essayez pas de démarrer avec une bûche avec une section trop importante et avec des nœuds.
Donc, Mm. dès que vous pouvez fendre votre bûche avec des petites sections, si possible, ne prenez pas des bûches de 50 centimètres de long, hein. Vaut mieux garder des bûches de 40, 35 pour toujours avoir un meilleur rendement dans l'ensemble de la combustion. Ça. Et puis aujourd'hui, du coup, pour le bois d'allumage, hein, il s'en vend dans le commerce, vous en trouvez facilement du déjà prêt, quoi. Et sinon, vous pouvez le faire vous-même en refendant des petits morceaux, quoi. Mm. Et, et c'est là que les bois tendres ont toute leur place. Et du coup, même principe, du coup, Ah, il petite y a même la vidéo. vidéo. Eh ouais, petite vidéo de Peter, Il fallait la passer. je te conseille. Tu peux la passer, bien sûr, c'était pour juste dire qu'elle existait. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est pas partie. C'est trop tard. Bon, Non, bah mais vous la... c'était pas pour la montrer, c'était pour dire qu'il pouvait. Enfin, il y a plus de détails dans la vidéo, quoi. D'accord. Les aides financières. Alors, je ne vais pas passer trop de temps parce que là, on s'en sortira pas avec toutes les particularités qu'il peut y avoir. Il faut savoir qu'il y a des aides nationales, donc c'est MaPrimeRénov', qui effectivement va financer les poêles à granulés, les chaudières bois ou les chaudières à condition qu'elles ont la flamme verte, cette étoile. Vous avez, alors j'aborde les certificats d'économie d'énergie qui sont aussi une aide nationale, mais c'est une prime. C'est donné par les fournisseurs d'énergie. C'est les mêmes caractéristiques qui sont demandées, hein, des poêles performants. Et les aides locales, alors là, ça va varier en fonction des communautés de communes, sachant qu'il y a un dispositif qui s'appelle Ecopass. Donc, plus vous faites des travaux, plus vous obtenez des points qui vous permettent donc de financer vos travaux et le système de chauffage. Dans certaines communautés de communes, il y a une prime air-bois donc qui est dédiée à la mise au rebut des anciens appareils et des cheminées ouvertes, bien évidemment, pour vous permettre d'acheter un poêle plus performant. Donc ça, le mieux, c'est de nous contacter pour connaître ces dispositifs locaux qui vous permettront d'acquérir un poêle de plus grande efficacité. Et un retour d'expérience de notre animateur Sylvain. Alors, juste, il me semble, hein, pour revenir à Flamme Verte, là, que en fait, maintenant, cette étoile, c'est devenu la norme, hein. Je ne sais même plus si on parle d'étoile, puisqu'en gros, je crois qu'on avait dégagé les 5, les 6, etc. Enfin, mais en tout cas, pour être en maison depuis une quinzaine d'années, donc la situation initiale, donc c'est une maison qui a été construite en 85 ou 86. Donc l'insert que vous voyez là en photo, toute la maison équipée de convecteurs électriques, vraiment le grille-pain basique. Et en fait, dans les premières années, j'avais quand même un inconfort et une énergie qui était coûteuse. Et si j'étais pas à 1 mètre de l'insert, j'avais quand même pas l'impression que ça chauffait grand-chose. Il se trouve qu'il y a quelques années, je me suis retrouvé à animer des soirées de promotion de la primaire bois de la métropole de Lyon, qui a duré 6 ans à peu près et qui nous a permis de substituer 4000 chauffages bois anciens par des appareils à haut rendement. Donc j'en ai bénéficié et du coup, je suis parti sur un système performant. Donc le départ, c'est que pour économiser des sous, comme je suis beaucoup plus doué pour casser que pour refaire, bah, j'ai cassé moi-même l'ancien système et finalement, c'est assez simple. Ça m'a permis de gagner 800 € hors taxe sur le devis. Donc après, bon, heureusement que j'avais trouvé un diable professionnel parce que l'insert avec les contrepoids, toutes les parties en fonte, je crois qu'on était à plus de 200 kilos. Et donc, j'ai fait remplacer par un poêle. Donc, moi, j'ai fait le choix de ne pas choisir entre granulé et bûche et j'ai pris un poêle mixte qui me permet de brûler alternativement soit du granulé, soit de la bûche. L'intérêt étant de pouvoir éventuellement démarrer à distance en Wi-Fi le poêle qui monte rapidement. Donc sur ce poêle-là, il démarre tout le temps à 100% de rendement et après, au bout de quelques minutes, j'ai la possibilité de le mettre à 50 ou à 10% de rendement. Et surtout, j'ai la possibilité, quand la température est atteinte, de mettre de la bûche, d'enflammer la bûche, de couper le granulé et de pouvoir brûler un combustible qui va être un peu moins cher en prix du kilowattheure. D'autant plus que dès que j'en ai la possibilité, je vais récupérer de la bûche. Donc ça m'a changé la vie, changé mes hivers, hein. Je dois en être à 6 ou 7 hivers. Et donc le bilan est très positif. L'autre avantage d'avoir un système mixte, c'est quand il y a 2-3 ans, il y
Il y a eu un moment où le granulé avait été monté fortement, notamment en lien avec le conflit Russie-Ukraine. Bah, j'ai eu la possibilité à ce moment-là de brûler plus de bûches. Et quand derrière les prix sont redevenus beaucoup plus abordables, ça m'a permis voilà, de pouvoir racheter du granulé. Donc voilà, c'est une chaleur qui est beaucoup plus efficace, ça chauffe beaucoup plus. Et là, ça me chauffe, on va dire, quasiment l'ensemble de la maison. J'ai gardé juste les convecteurs électriques à l'étage dans les chambres pour pas descendre en dessous de 16-17 degrés la nuit. Je les utilise rarement, mais par contre, voilà, le poêle à bois m'a permis aussi d'enlever les 2 radiateurs électriques que j'avais au salon. Donc pendant quelques années, j'avais mis un des 2 en radiateur à inertie, qui était déjà mieux que le convecteur. Mais voilà, en tout cas, un système, relativement, efficace. J'ai gagné en design, j'ai gagné en place. J'en ai profité pour refaire un carrelage et voilà, on est plus du tout, voilà, sur le même système de chauffage au bois et donc avec à la fois, bah, l'intérêt du granulé, l'intérêt de la bûche quand je veux passer sur un autre combustible. Donc voilà, selon les choix des gens, on peut être que granulé, on peut être que bûche, on peut être les 2. Vous avez des finitions qui sont vraiment hyper variées et maintenant les appareils bois deviennent même des appareils, design esthétique. Donc voilà, ça peut aussi contribuer à, on va dire, à avoir un salon plutôt sympa. On dit 2 mots peut-être Thierry sur la. 2 mots rapides, hein, quoi qu'il en soit, que vous chauffiez au bois ou avec une autre énergie, l'important, bah, c'est d'éviter d'avoir des besoins de chauffage. Ça vous évite de dépenser de l'argent en fumée, quelle qu'elle soit. Et pour ça, bah, vous savez, c'est l'isolation, hein. Donc, on vous invite à nous recontacter. Euh, une maison mal isolée, bah, c'est des besoins de chauffage importants. Une fois qu'elle est isolée, on peut dire qu'on s'approche de la maison sans chauffage, hein, puisqu'on a aussi le rayonnement solaire qui peut être très efficace à partir du moment où on n'a pas de déperdition. Bien sûr, un petit appoint est toujours nécessaire, mais du coup, on ne va pas dimensionner un appareil de chauffage pour une maison qui n'a quasiment plus besoin d'être chauffée. Donc ça, c'est une réflexion à avoir, une réflexion globale et qui permettra de préserver à la fois les gaz à effet de serre, enfin, de réduire les gaz à effet de serre et de préserver aussi la ressource en bois ou de la partager plus largement. Alors ce qu'on peut dire, c'est que nos 2 structures organisent régulièrement des visites de rénovation exemplaires. Ça peut être en maison, ça peut être en copropriété. Donc maintenant, c'est chacune sur son territoire et nous, côté Alex, sur la métropole, la prochaine visite aura lieu le samedi 6 décembre matin, normalement en cours de pause d'isolation par l'extérieur. Et voilà, ces visites, elles permettent de discuter avec le propriétaire, voir, l'historique du projet, le contexte. On essaie d'avoir l'architecte, les entreprises pour voir les aspects techniques, on aborde les aides financières. On fait systématiquement des fiches de site sur ces réalisations qui sont téléchargeables sur une cartographie qu'on a en ligne sur nos sites internet. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à ce genre de visite. C'est assez parlant de pouvoir échanger avec des gens qui sont déjà passés par là. On passe aux questions-réponses. On va passer effectivement à ces questions-réponses. Je vais reprendre le fil des discussions. Et alors, il y en a une, bon, il y en a auxquelles on a déjà répondu un peu en avançant. Les inserts récents, bon, tu en as parlé, on a aujourd'hui des inserts qui sont nettement plus performants que celui que j'avais à l'époque. Donc aujourd'hui, on a des appareils qui peuvent nous permettre de bénéficier d'aides tout en restant sur de l'insert. Tu nous as pas parlé du poids à accumulation. Est-ce que tu peux nous dire un ou deux mots? Alors, le poêle à accumulation, c'était, il y avait, si, il y avait la poêle de masse, qu'on appelle le poêle de masse, hein, le poêle à Mm. accumulation. Ce sont des appareils qui vont être volumineux, hein, dans votre pièce, puisque ben, qui dit accumulation dit qu'on a une matière, en général, c'est de la brique, plus de la brique réfractaire. Donc, ça prend de la place, c'est lourd. L'intérêt, c'est que ça va rayonner plutôt que donc la diffusion de la chaleur, ça se fait par rayonnement ou par convection, c'est-à-dire on chauffe l'air. Donc par convection, ça chauffe beaucoup plus vite puisqu'on va chauffer l'ensemble de la pièce.
Mais par contre, c'est pas forcément une chaleur agréable, surtout s'il y a trop de convection, puisque ça crée, on va dire, des courants d'air. Le poêle à inertie va fonctionner un peu comme un plancher chauffant. Il va rayonner sur une durée. Tout dépend de la masse du poêle à inertie ou de poêle de masse. Ça nécessite donc de le charger, de faire une flambée, voire deux. Il s'éteint et ensuite il rayonne dans l'ensemble de la pièce à condition, ou dans l'ensemble de la maison à condition d'avoir des pièces ouvertes. C'est toujours difficile après de rayonner dans des couloirs ou des pièces avec des portes fermées. Ça va être la même chose sur le poêle, mais le poêle il va fonctionner par convection. Il va chauffer beaucoup plus vite. Donc, si vous n'habitez pas la maison d'une façon régulière, bah, c'est vrai qu'un poêle de masse, ça chauffe la maison en permanence, alors qu'un poêle classique, bah, en une heure, il peut avoir chauffé, hein, tout dépend de la puissance du poêle, il peut avoir chauffé la pièce, et puis ensuite, cette chaleur va se diffuser par convection, hein, donc transport de l'air chaud dans les différentes pièces. Euh, On peut peut-être passer à la question suivante, ça sur les Non, sur je vais les juste dire une ouais, vigilance sur le poêle de masse. Aujourd'hui, les poêles de masse étaient bien conçus pour les pays froids ou pour les régions froides. Aujourd'hui, on a un dilemme avec, vous avez vu, des températures qui varient extrêmement vite, du très froid au chaud. Là, on est passé à 10 degrés. Ça ne convient pas à un poêle de masse puisque le poêle, il va continuer à diffuser. Donc, à réfléchir sur l'intérêt du poêle de masse dans des régions qui ne sont pas froides en permanence. Et là, on va privilégier plutôt le poêle à granulés qui, lui, va chauffer assez vite et va pouvoir se réguler, ou le poêle à bûche également. peut-être plus adapté en montagne, par exemple? Le poêle de masse, oui, Mmh, là où les températures restent en dessous de 5 à 0 degré d'une façon régulière. OK. Est-ce qu'il faut obligatoirement un ballon tampon sur une chaudière à granulés? Ah non, ah non, il n'y a pas besoin d'un ballon tampon sur une chaudière à granulés, puisque le silo et euh, le silo qui est à proximité va apporter le granulé en fonction du besoin de chauffage. Donc, la puissance est maximum quand il y a besoin de chauffer, quand on demande à la température, quand on demande à la chaudière de chauffer pour monter en température, et quand on atteint les 19 degrés, 20 degrés, bah, la chaudière ralentit et la vis qui conduit le granulé ralentit également, voire s'arrête. Donc, le ballon tampon n'est pas une nécessité, sauf pour avoir de l'eau chaude dans les robinets. Effectivement, là, on aura un ballon, mais pas un ballon tampon, un ballon d'eau chaude. Mmh. Alors sur le Rhône, est-ce que les 2 ramonages, c'est quelque chose qui est conseillé ou est-ce que c'est quelque chose d'imposé? Alors, il me semble que dans les assurances, il faut regarder son contrat d'assurance, hein. Ouais, Mais un ramonage est obligatoire. Peut-être que certaines assurances demandent deux ramonages. Il ne me semble pas que ça soit obligatoire, mais Je viens de vérifier, c'est pas obligatoire, c'est un par an obligatoire. d'accord. ouais, c'est Euh, ça. Après, du coup, en tout cas, sans parler d'assurance, par la loi, un obligatoire en France, ouais. Hmm. OK, merci bien. Et bah, du coup, Andrea, peut-être pour toi, pourquoi plusieurs professionnels vendent encore austère alors que la loi demande de gérer au mètre cube? C'est des habitudes qui sont longues à perdre. Non, mais c'est des habitudes longues à perdre. Et ce qu'il faut, là, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que donc, nous, on a un observatoire des entreprises productrices de bûches. Voilà, tous les 2 ans, on passe dans les entreprises et on regarde les évolutions. Et aujourd'hui, voilà, la bûche, historiquement, elle est très liée au secteur agricole. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vendent des bûches qui, du coup, ne sont pas forcément des professionnels du bois en lui-même. Et donc, les habitudes sont. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais passer auprès d'un professionnel, parce qu'on sait très bien qu'il y a un circuit, voilà, un petit peu au black qui se passe à côté. Et disons qu'ils ne se donnent pas les mêmes contraintes réglementaires que ceux qui en font leur activité principale. Donc, moi, là, je vous parlais de personnes dont c'est l'activité principale. Mais effectivement, on est sur une filière où il y a cette concurrence clairement
plutôt déloyale. Et donc, les habitudes mettent plus de temps à changer. Mais Ouais. oui. Alors, Marie-Ange nous te pose une question sur qu'en est-il de la pollution à l'intérieur? Alors, c'est vrai que nous, on avait un capteur qu'on prêtait, on avait fait des mesures avec Atmo. En gros, ce qu'il faut faire, c'est éviter d'ouvrir son poêle quand il est en phase de démarrage. Une fois qu'il est parti, on peut se permettre, mais c'est vrai qu'effectivement, quand il fume encore, quand il est pas très chaud, c'est à ce moment-là qu'il risque de refouler vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez des choses à compléter? Oui, bah oui, il faut comprendre que une cheminée qui est froide, ça fait un bouchon. L'air froid crée un bouchon. Et donc, si vous ouvrez votre poêle, il y a un retour de fumée probable dans la pièce. Mmh, Donc, il faut le temps que votre conduit de cheminée se chauffe pour qu'il y ait un bon tirage. Si vous n'avez pas un bon tirage, il peut y avoir un problème de longueur de tuyau aussi, hein. Vous pouvez avoir un problème de cheminée qui ne va pas, qui ne dépasse pas la faîtière, par exemple. Il peut y avoir des retours de vent. Donc en général, le conduit de cheminée, du poêle jusqu'au sommet, ça doit faire 4 mètres. Bon, c'est pas toujours une obligation, mais c'est, on va dire, un principe. Et ensuite, le conduit de cheminée ne doit pas être derrière la faîtière, parce qu'il y a un risque lorsque les vents vont, quand, vont venir sur le toit, il y a tendance à ce que le vent passe derrière votre toiture et continue à, si vous voulez, le vent suit la toiture. Donc, si la cheminée est plus basse que la faîtière, ben, vous avez le vent qui va rentrer dans la cheminée et vous avez une concurrence entre les gaz de fumée, hein, les fumées, et le vent qui vient en conflit avec cela. Donc, voilà, ça c'est à vérifier avec votre installateur, hein, OK. ou ce qu'on appelle la fumisterie, on appelle ça, Ouais. hein. Voilà. Euh, pour voir si votre installation est correcte. D'autre part, elle doit être isolée aussi pour éviter justement que le conduit de cheminée refroidisse trop vite. Ouais. Alors, on nous demande si le châtaignier ne claque pas en brûlant. Mets ton micro, Andrea. Oui, désolée. Si, ça craque en brûlant, ouais, mais Ça c'est fait pas pas partie gênant. des essences qui sont vraiment beaucoup vendues, en fait. C'est plus, Oh, bah si, quand même pas mal. un Enfin, peu quand même, si, sur dans le le. Rhône, après ça dépend du fournisseur, mais dans le Rhône, il y a quand même pas mal de fournisseurs qui font des mélanges chêne châtaignier, parce qu'on a beaucoup de châtaigniers dans le Rhône. C'est une essence qui chauffe assez bien en termes de pouvoir calorifique, alors un petit peu inférieur au chêne, hein. Mais en soi, à partir du moment où vous avez un foyer fermé, oui, ça claque, mais ça fait juste du bruit, quoi. C'est pas dangereux. OK. Alors, une question d'une certaine association Espul qui m'est destinée. On me demande si j'ai fait des travaux d'isolation de la maison en amont de l'installation du poêle. C'est une bonne question. Après 25 ans à la LEC, il vaut mieux que j'ai commencé par le commencement, sinon ça ferait désordre. Donc, chez moi, j'ai rajouté 30 centimètres d'isolant dans les combles, j'ai mis une porte isolante, j'ai mis des fenêtres, des double vitrages performants. En gros, j'ai à peu près, traité toutes les parois, sauf malheureusement le sol parce qu'il y a pas de vide sanitaire et qu'une fois que la maison est construite, à une époque où l'énergie était pas trop chère, c'est quand même assez difficile de la soulever pour, remettre un isolant dessous. Après, là, en gros, le seul truc que j'ai pas fait, c'est l'isolation par l'extérieur. Je me pose la question, maintenant les coûts sont pas négligeables. Je me dis aussi qu'on aura des hivers de moins en moins rigoureux, que globalement, je consomme quand même pas trop de bois, ces dernières années avec mon nouvel appareil, et que j'aurais plus en tête d'essayer de végétaliser les murs pour lutter contre la surchauffe estivale que de voilà, que de mettre de l'isolation par l'extérieur qui sera impossible à amortir. Et donc voilà, après il y a une question de moyens financiers aussi, mais oui, j'ai fait, en tout cas un certain nombre de travaux d'isolation avant de faire poser ce poêle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, est-ce qu'il y a des systèmes de poêle bouilleurs efficaces et faciles d'utilisation? Alors, quelle est la difficulté d'un poêle bouilleur, comment dire, facile
d'installation. Non, c'est moins facile que de mettre un poêle et son conduit de cheminée, hein, puisque ça répond à des compétences de chauffagiste. Il va falloir tirer des tuyaux et puis ensuite installer une régulation minimum. Vous voyez bien que sur un poêle bouilleur, on n'a pas de ballon tampon. Alors on peut en installer un, hein. On pourra mieux réguler le chauffage, mais sinon, ce n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas quelle est la difficulté qui était soulevée dans la question, mais c'est plus compliqué qu'un poêle, que l'installation d'un poêle. Alors donc, on nous dit en clair, la combustion lente, style braise, limite de flamme, mais qui tient toute la nuit, est déconseillée, justement pour éviter d'encrasser. Carrément, oui. On est bien d'accord, hein, ça Carrément. rejoint bien Mm. ce que l'on a dit. Donc Martin alors nous a trouvé le lien vers une obligation préfectorale du ramenage 2 fois par an sur le Rhône. Donc on a 2 sources différentes. Il va falloir qu'on creuse la question. Oui, et on va regarder Euh, ça. Mm. alors Marie-Ange nous demande, est-ce qu'il y a des particules fines à l'intérieur de la maison? Que penser de la poussière que l'on trouve dans une maison chauffée au bois et ses conséquences sur la santé? Alors, de toute façon, votre maison, elle doit être ventilée, hein, devez avoir une ventilation parce qu'il n'y a pas que les particules fines du bois qui peut être dans la maison. Il y a tout le reste, hein, les différents produits que vous utilisez. Euh, Logiquement, si il n'y a pas de retour de fumée, vous n'avez pas de particules fines. Vous ne devez pas avoir des fumées qui s'échappent chez vous, hein. Donc, à part la poussière du bois, effectivement, quand vous déplacez des bûches, ça fait de la poussière, il faut balayer derrière. Les bûches ne sont pas parfaitement propres, elles ne sont pas lavées. Donc, De même, quand on verse un sac de granulés dans la réserve, moi je le vois chez moi, ça fait une petite poussière fine. mm, Mais après, sur l'histoire des particules, quand on avait fait les tests avec l'appareil d'Atmo, on voyait clairement que ça dépendait en fait de combien de fois les gens ouvraient. Si on passe son temps à ouvrir le poêle, bah forcément, il y a quelques particules qui vont rentrer dans le logement. Si on fait ça correctement quand il tire bien, on limite quand même fortement. Voilà, il y en aura toujours un petit peu, mais pas sur des quantités très importantes. Et c'était la dernière Juste question, et il pour me le semble. sujet de la préfecture, moi je suis sur le site internet de la préfecture du département du Rhône et l'article ne mentionne rien, il ne mentionne qu'une fois par an. Ce qui a été envoyé du coup dans le chat, c'est un article qui est sur le site internet d'une entreprise de ramonage. Donc, Ok, ouais. C'est peut-être un petit peu dans leur intérêt commercial, non? je pense, ouais. En tout cas, moi, après, intéressant. on va creuser, je pense. Je vais poser la question à la DDT pour vérifier. Mais là, sur le site internet de la préfecture du Rhône, l'article mentionne bien une fois par an. Et j'ai tendance à plutôt faire confiance à la DDT. Je suis assez d'accord. Euh, tac, Je ne donc sais on pas nous si ça a dit, marché quand je l'ai mis dans le chat. J'ai essayé de le mettre dans le chat, mais je crois que ça ne marche pas. ouais, effectivement, on nous dit que depuis le 1er octobre 2023, on parlait de réglementation, les règles liées au ramonage des conduits de fumée ont été uniformisées au niveau national. Voilà. Donc, on vous a mis quelques guides utiles que vous pouvez télécharger sur le site de l'ADEME. Ils ont un espace librairie où on peut retrouver ce genre de documentation. Ça peut être aussi récupéré dans nos locaux si jamais vous passez nous voir. Et comme on est à peu près 1 heure et quart, ce qui est le format habituel de nos événements, je vous propose qu'on en reste là pour ce soir, et puis que pour les gens qui veulent en savoir plus, bah, que vous preniez contact avec nos conseillers. Donc, il y a un numéro unique. Tapez 1 pour Métropole de Lyon, tapez 2 pour le reste de la métropole. Et en tout cas, voilà, on remercie Andrea d'avoir été présente ce soir avec nous. Ça nous a permis de changer un petit peu des webinaires bois qu'on faisait depuis plusieurs années, d'avoir un petit peu des aspects un petit peu nouveaux et intéressants. Et on vous souhaite une très bonne soirée, et on redémarrera en 2026 avec généralement le premier webinaire de l'année consacré aux aides financières, puisqu'on attend la loi de finances pour voir ce qu'il reste des aides financières.
pour peu qu'il en reste encore un petit peu. Mais voilà, normalement, on devrait en tout cas vous faire un webinaire sur l'ensemble des aides à la rénovation énergétique, plus seulement sur le chauffage bois, mais sur l'ensemble de la rénovation. En tout cas, merci à vous deux, Thierry, merci Andrea, et puis on se retrouve à la prochaine édition. Au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir.